La première question que je me suis posée, c'est au fond les émotions telles qu'on les connaît aujourd'hui, est-ce qu'elles ont toujours existé? Et je me suis aperçu en fait à travers des publications, des bouquins, que le mot lui-même n'a pas toujours existé tel que nous le connaissons aujourd'hui. Oh, j'imagine que de tout temps à jamais, depuis l'Antiquité, les gens ont eu des mouvements émotionnels, bien sûr. Mais le mot lui-même apparaît vraiment plutôt au XVIe siècle et avant on l'utilisait comme le mot esmouvoir. C'est par exemple l'exemple de Saint Louis, autrement dit Louis IX ou Monsieur Prudhomme qui est mort en 1270. Et lors de son agonie, il était, on disait, esmu, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas parler. Et c'est la notion physique de mouvement qui était présente et pas du tout celle d'un bouleversement psychologique quelconque. Dès lors, au cours des siècles, il y a un dépassement qui s'est opéré. C'est-à-dire que le mot lui-même a bougé. Il est passé de l'extérieur à l'intérieur. Autrement dit, quelle émotion aujourd'hui est attachée à notre siècle ou même déjà au XXe siècle? C'est complexe, hein. C'est complexe parce qu'il y a eu une explosion de l'émotionnalité au XXe siècle. Comme le dit la psychanalyste et historienne de la psychanalyse Elisabeth Roudinesco, elle disait c'est le siècle du soi. Ce qui est frappant, c'est l'affirmation systématique de l'autonomie. Du coup, l'émotion surgit dans tout ce qui concerne l'autonomie et la remet en cause. On y reviendra tout à l'heure en parlant de l'importance aussi de l'autonomie relationnelle. Mais allons un petit peu plus loin, c'est-à-dire, alors je vais juste, j'espère que ça va J'espère que ça marcher. va. Voilà. Vous voyez, dans cette plaque-là, être affectivement au monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être affectivement au monde? Ben, ça veut dire qu'il faut prendre en compte nos émotions, bien évidemment. Et que, si on regarde bien, comme le disait Sophie Bassignac, elle a écrit des tas de romans, dont un qui s'appelle De mère agitée à très agitée. Elle dit rien ne nous est plus précieux que nos émotions, ne les bradez pas, ne les étouffez pas non plus. Moi, j'ai tendance à dire sur le plan psychothérapique, ni défoulement ni refoulement, car sans elles, nous ne sommes personne. Et regardez ce que disait Van Gogh. N'oublions pas que les petites émotions sont les grands capitaines de nos vies et qu'à celles-là, nous obéissons parfois, je dirais, sans le savoir. Ça, c'est quand même aussi très intéressant. Alors, vous avez repéré, bien sûr, sur la diapo, les petites émoticônes. Ah, j'ai un petit mouvement d'humeur là, parce que les émoticônes sont des combinaisons de caractères typographiques, hein. Vous voyez sur la diapo, par exemple, pour représenter le sourire, eh bien, on utilise justement les symboles qui sont disponibles sur un clavier standard. Alors que les emojis que l'on voit ici ont été créés au Japon dans les années 90. Et franchement, tout le monde les utilise aujourd'hui, mais c'est pas sans critique non plus. Il y avait d'ailleurs une étude que je trouve très intéressante menée par des chercheurs israéliens et néerlandais qui suggèrent que leur usage dans les courriels professionnels peut même donner une impression d'incompétence. Contrairement à un véritable sourire, un emoji qui sourit ne renforce pas du tout la perception de chaleur et peut même diminuer la perception, encore une fois, de compétence. Donc, vous voyez, il y a aussi des critiques en disant ben, on est en train de perdre le style écrit davantage avec les adverbes, etc. Bon, je ne veux pas rentrer dans cette polémique-là. Je dirais que ce qui nous importe, nous, c'est que dans un discours, on a, et on l'a vu tout à l'heure dans la première plaque, l'idée de ex movere, c'est-à-dire de mise en mouvement. Au fond, l'émotion, c'est la mise en mouvement de quelque chose qui se situe toujours entre le physique et le psychique pour à la fois tenter de contrôler les désirs et les pulsions primitives. Voilà. Alors, l'autre question, bien sûr, voilà, Sophie Brassignac, Van Gogh. C'est les questions fondamentales qu'on doit se poser au cours d'un tel séminaire, c'est d'où viennent nos pensées, nos émotions, nos sentiments. Qu'est-ce qui détermine nos comportements, nos choix, nos actions ou nos réactions? Qu'est-ce qui influe notre perception du monde, notre interprétation des événements et nos expériences? Et comment faisons-nous pour comprendre, interagir les uns avec les autres, nous aimer, nous détester ou nous pardonner? Vous voyez, déjà, on peut le dire, franchement, l'émotion, elle est indissociable des apprentissages que l'on a eus. Et les recherches ont montré comment le cerveau traitait les informations sensorielles, c'est-à-dire les informations captées par tous les organes sensoriels, comme les yeux, les oreilles, le nez, la peau, ou provenant de l'intérieur de notre corps. Eh bien, la première constatation, et on pourra en discuter, c'est que nous ne percevons pas le monde tel qu'il est. Mais plus encore, notre perception du monde est constamment biaisée par ce que l'on
s'attend à percevoir. Nous percevons même parfois des choses qui n'existent pas, ou nous sommes aveugles face à des choses qui existent sans nous en rendre compte. Dans une perspective constructiviste, je dirais, Martin Seligman soutient l'idée que ce qui compte, ce n'est pas tant ce qui nous arrive, mais ce que nous pensons de ce qui nous arrive. Vous voyez qu'avec de telles révélations, la frontière entre le réel et l'imaginaire s'estompe peu à peu. Et la deuxième constatation que l'on peut faire, c'est que nous ne sommes pas totalement maîtres de nos décisions et notre cerveau, confère les travaux de M. Berthoz, décide parfois de certaines actions avant même que nous n'en ayons conscience. Autrement dit, les neurones dialoguent entre eux sans partager avec nous le contenu de leur discussion. C'est sur ces dialogues secrets que repose notre inconscient, terme un peu complexe qu'on pourrait aussi discuter, désignant cet échange d'informations dont nous n'avons pas conscience. En réalité, notre perception et nos décisions sont influencées par nos croyances. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que notre cerveau, c'est-à-dire ce que notre cerveau s'imagine à propos du monde qui l'entoure. Et ces croyances reposent sur des réseaux de neurones situés dans des aires corticales, constitués de chacun de millions de connexions synaptiques. Et ces réseaux permettent au cerveau d'encoder des informations statistiques sur le monde qui nous entoure. Par exemple, la probabilité qu'une tomate soit rouge, que notre boulangère puisse nous sourire ou que l'on gagne à l'euro million. Enfin bon, passons sur ces exemples-là. Mais n'empêche que si on regarde maintenant un peu cette présentation, et je dois dire que j'étais emballé, vraiment enthousiaste, une vraie joie de découvrir cet ouvrage de Hugo Botman et de Lucie Julie dans le cerveau des mamans. Pourquoi? Parce que effectivement, ça commence très tôt, ça commence in utero, cette histoire du dialogue esprit-matière. Et vous voyez que je ne dis pas esprit ou je ne dis pas cerveau-matière, ou je ne dis pas cerveau-corps, volontairement. Parce que esprit-matière me paraît beaucoup plus juste dans la mesure où le cerveau, je crois qu'on même on peut abandonner un peu cette idée du cerveau en tant que tel, mais parler davantage du réseau neuronal étendu. C'est-à-dire qu'on a des neurones jusqu'au bout des pieds. Dans les oreilles, on a des neurones, au fond, un peu partout qui vont dialoguer ensemble. Et la théorie du cerveau bayésien, qui est une conception innovante en neurosciences que développe très très bien Hugo Botman, et vous allez voir que c'est incroyable. C'est une conception innovante en neurosciences et en philosophie, car Hugo Botman est non seulement un chercheur en neurosciences, non seulement il s'intéresse énormément à la relation mère-enfant, mais il a fait une formation de philosophe à la Sorbonne. Donc, ça postule quoi, ce cerveau bayésien? Que le cerveau utilise des croyances probabilistes pour générer des prédictions à propos des entrées sensorielles, puis il utilise les erreurs de prédiction issues du décalage entre les prédictions et les informations sensorielles pour mettre à jour ses croyances. Alors vous allez dire, ça paraît un petit peu compliqué. Non, non, je vais vous expliquer. Ce double processus de prédiction et de mise à jour des prédictions, c'est le fondement de l'allostasie. Et il y a un phénomène encore plus intriguant, si j'ose dire, c'est celui-là qui va apparaître, c'est-à-dire le microchimérisme fœtal. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un passage des cellules fœtales. Moi, c'est pas ce que j'avais appris quand j'ai fait les études de médecine, hein. Et même pourtant, j'avais fait un stage assez long en gynéco-obstétrique. On ne disait pas ça. Ce nom désigne donc le passage des cellules fœtales à travers la barrière placentaire. Donc, on va retrouver ainsi des cellules du fœtus au niveau du cœur, au niveau des poumons, du foie, du cerveau de la mère. C'est un peu, si vous voulez, comme si les cellules fœtales venaient coloniser tout le corps maternel. La barrière hémato-encéphalique qui protège le cerveau maternel empêche en général le passage d'une grande partie de ces cellules. Mais celles qui vont passer au travers de la barrière placentaire vont pouvoir exercer une influence sur l'activité des neurones ou d'autres cellules nerveuses comme les astrocytes ou les oligodendrocytes. Donc ces cellules fœtales, on les retrouve dans les régions comme le bulbe olfactif dans le cerveau maternel, et ce microchimérisme fœtal pourrait impliquer dans la programmation des comportements maternels. Vous voyez un peu ces échanges neuronaux, ces échanges de signaux électriques, puis ensuite de la chimie cérébrale. Ces changements cérébraux vont être également associés à des modifications psychologiques. Pourquoi? Parce qu'on a pu démontrer que plusieurs études, et c'est très bien rapporté dans cet ouvrage, que par exemple, plusieurs femmes enceintes ou en postpartum s'avéraient plus sensibles aux signaux sociaux de menace. Par exemple, lorsqu'elles aperçoivent des visages craintifs, tristes ou colériques, eh bien, elles vont réagir plus rapidement à ces signaux de menace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le traitement sensoriel des informations émotionnelles faciales est beaucoup plus précis, beaucoup plus sensible, si bien que les femmes reconnaissent mieux les émotions exprimées par le visage des autres. Vous voyez ce changement cérébral.
permet non Ça me seulement dérangeait ainsi que le reste parce que tu avais tout. Du coup, j'ai bu. Ah, les brochettes de bois. ce changement Je sais pas cérébral si. permet à la mère de mieux protéger et de subvenir aux besoins de la progéniture. Ce qui fait que les femmes au troisième trimestre de grossesse sont également plus sensibles aux signaux liés aux enfants. Elles détectent plus facilement, effectivement, plus précisément même les pleurs de nourrissons dans leur environnement. Et au début, c'est pour tous les bébés. Et c'est progressivement que va se tisser une relation plus spécifique avec leur bébé. Donc ça, c'est absolument passionnant, toute cette interaction qu'il peut y avoir. Et vous voyez ici, par exemple, tout de suite, on est intéressé par le système d'attachement, comme l'a très bien décrit Bowlby. Évidemment, j'ai absolument pas le temps, là, dans les 3 heures que Grégoire Vitry m'a donné, d'aborder toute la théorie de l'attachement. Mais vous voyez que ce système comportemental d'attachement, que l'on connaît tous maintenant, est actif, comme dit très bien John Bowlby, est actif tout au long de la vie, du berceau à la tombe. Et cet attachement ne se joue pas que dans un système relationnel, mais aussi, comme vous voyez ici, le nœud borroméen, si bien emprunté ou mis en lumière par Jacques Lacan, aussi dans la dimension du réel, du symbolique et de l'imaginaire. C'est-à-dire à la fois ce qui est dans la perception, ce qui est dans ma croyance et ce que j'en pense, bien évidemment, du côté du symbolique. Alors, ceci nous amène bien sûr, à l'expression très connue de Donald Winnicott, un bébé tout seul, ça n'existe pas. Et oui, un bébé tout seul, ça n'existe pas. Et même un homme tout seul, ça n'existe pas. Comme le dit mon ami Boris Cyrulnik, le paradoxe, c'est que pour devenir soi, il nous faut toujours un autre. Donc, ça nous amène à quoi? Ça m'amène à penser que eh bien, l'émotion, c'est la relation. Voilà. L'émotion, c'est la relation et on peut comprendre l'intérêt, effectivement, de la dimension systémique. Parce que l'attachement consiste à créer des liens avec des personnes et des buts. Et créer un lien avec un but précis, ça permet de développer des compétences particulières qui favorisent quoi? Ben, le développement de l'estime de soi. C'est ainsi que le sujet apprend à s'aimer. Créer des liens avec des personnes va développer le sentiment d'appartenance qui favorise également l'intimité. C'est ainsi que le sujet apprend à aimer et être aimé. Or, tout attachement est inévitablement une fin marquée par la séparation, engendrant, je dirais, un processus de deuil. Mais au fond, la vie, elle est faite d'attachement et de rupture, on le sait tous. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'attachement maternel est une construction psychique progressive et cet attachement se met, au fond, très tôt en route avec toutes ces connexions dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais je voulais juste vous présenter ça parce que j'ai eu la chance, dans les groupes depuis 25 ans avec Boris Cyrulnik, de participer à différents séminaires, et en particulier avec le docteur Pierre Rousseau, qui est gynécologue obstétricien à la Louvière. Et Pierre Rousseau s'était posé la question, au fond, qu'est-ce qui est le plus important quand un enfant arrive sur la planète Terre, quand il vient de naître? Quel est je dirais, le sens euh, premier, d'une certaine façon? Et alors, il a réalisé pour ça 75 vidéos. Il a fait un travail de bénédictin, c'est-à-dire qu'il a fait image par image et il a étudié ce qui se passait dans le contact mère-enfant. Alors, bien sûr, il y a la signature olfactive, mais il n'y a pas que ça. Et vous voyez, au centre de la diapo, vous voyez une espèce à la Picasso, une espèce de visage comme ça, avec 2 yeux, un nez, une bouche. Eh bien, en fait, il a pu conclure que, d'une certaine manière, si, vous voyez, le visage de la mère et le visage de l'enfant, du bébé qui vient de naître, sont bien l'un en face de l'autre, alors il y a quelque chose qui est immédiatement apaisant. Si en revanche, il est en perpendiculaire, l'enfant doit se dire, ben, je ne suis pas arrivé sur la planète Terre, je ne reconnais pas cet être humain. Et donc, c'est un peu ça qui se passe. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, ça a eu des conséquences énormes, cette découverte de Pierre Rousseau, en particulier en Amérique latine, mais pas que. C'est-à-dire que dès qu'un enfant est né, on a tenu compte de cela pour que immédiatement il y ait, on pourrait dire, cet apaisement, cette diminution du stress, validée d'ailleurs par la diminution du cortisol salivaire. Donc c'est le regard en premier. Et ce regard, si on regarde bien, justement, regardez cet enfant qui vient de naître. Regardez ce qui se passe. Alors, on connaît le pot à pot, bien sûr, mais il va se passer la chose suivante. Une émotion très importante, un flash, on pourrait dire, parce qu'à un moment, voilà,
l'enfant regarde la mère regarde l'enfant. Il y a effectivement quelque chose qui s'accorde là. Et du coup, Pierre Rousseau a validé le fait qu'à ce moment-là, il y a une diminution du cortisol cellulaire. Et si on regarde la suite, c'est-à-dire maintenant, alors là, bien sûr que tout ça est lié, vous l'avez appris, hein, à l'ocytocine, hein, quand la phéocytocine, elle est là face au chaos de la naissance, eh bien, on sait que c'est une hormone apaisante, c'est l'hormone de l'amour, ça imprègne le cerveau de la mère, mais pas que de la mère, du père également, enfin tout le monde tombe amoureux, et que d'une certaine façon, ça gère les réactions émotionnelles de survie, en particulier au niveau des amygdales rhinocéphaliques, qui est vraiment le socle émotionnel. Mais regardez ce que dit la mère, par exemple. À ce moment-là, c'est vrai que quand je l'ai reçu dans les bras, il Je recommence. Pourquoi ça a bloqué? avait. À ce moment-là, c'est vrai que quand je l'ai reçu dans les bras, il avait des yeux comme ça qui me regardaient, mais je ne sentais pas vraiment quelque chose. Et c'est à un moment donné, vous avez changé sa position, et alors là, nos regards se sont vraiment croisés, et j'ai senti une lueur comme ça qui animait ses yeux. Et je sais pas, c'est une expression qui a vraiment fait qu'il m'a séduit, tout à fait, quoi. J'ai vraiment rencontré mon bébé à ce moment-là. C'est quelque chose que j'ai profondément ressenti, l'expression de ses yeux, son couleur, tout ça. Et bon, c'est un bonheur suprême. Parce que, bon, c'est vrai que Thibaut est le quatrième, mais à chaque naissance, c'est à ce moment-là que quand on les prend dans les bras et qu'on voit leur regard qui croise le nôtre, eh bien, on se sent à leur maman à ce moment-là. Malgré le fait que pendant 9 mois, bon, ils sont là, on les appelle, on leur parle, et puis finalement, quand ils sont dans vos bras, ben c'est un plus. C'est quelque chose qui vient en plus et on se sent tout à fait maman à ce moment-là. Vous voyez, elle est touchante, cette vidéo. Et en fait, Pierre Rousseau a comme ça 75 vidéos avec des interviews, des entretiens. Et ce qui est intéressant, c'est par exemple que le père, parce qu'on dit oui, la place du père dans tout ça, le père va dire, lui, je me suis senti responsable au moment où il y a eu cette rencontre des deux regards. Ouais. Intéressant aussi, hein. C'est-à-dire que le regard influence la façon dont on se sent émotionnellement. Et ça, on va le retrouver bien évidemment dans le brain spotting, dans le MDR. Comme on dit, il y a des regards qui parlent, des gestes qui expliquent, mais des mots qui éclairent. Voilà, donc là, je vous apprends rien non plus, hein, c'est des choses que vous connaissez déjà. Non, l'important, c'est, il me semble, de se poser tout de suite la question, là, telle qu'on peut se la poser maintenant, c'est quelle est ma météo intérieure, là, maintenant, tout de suite. Et on sait bien que c'est extrêmement variable d'un sujet à l'autre, d'un moment à l'autre, et que ne pas clarifier notre paysage intérieur, c'est comme ne pas raccrocher le téléphone après une communication, eh bien, ça sonne toujours occupé. Et que d'une certaine façon, euh, je dirais, c'est de réfléchir peut-être à effectivement euh, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à notre propre apprentissage. Eh bien, parfois parce qu'on ne nous l'a pas appris, justement, hein. Euh, Si on n'apprend pas à décoder ni accepter ce qu'on ressent, bah, peut-être aussi parce qu'on nous a appris l'inverse ou parce que ça fait revivre des émotions par trop douloureuses. Ça nous fait aussi consommer beaucoup d'énergie, ça nous fatigue. Ça peut soulager dans l'immédiat, mais lourd de conséquences à long terme. Avoir peur de souffrir, comme le disait ce cher Michel de Montaigne, avoir peur de souffrir n'empêche pas de souffrir, mais de vivre. Alors, vous voyez, la question du départ, c'est celle-là. C'est la question de William James. Et la question de William James, c'est pas seulement une interrogation scientifique, c'est aussi le titre, effectivement, de l'article théorique le plus célèbre sur l'émotion qu'il avait publié, si ma mémoire est bonne, en 1984 dans la revue Mind. Donc, ce psychologue, philosophe américain, personnellement, je l'adore parce que c'est quelqu'un qui a une intuition, je dirais, une intelligence humaine absolument incroyable. Eh bien, selon la thèse, il faut s'imaginer quand même ce que c'est en 1984. Il dit ceci, selon sa thèse, le ressenti d'une émotion intense correspond à la perception
de modification corporelle. Alors, on pourrait dire, hein, dans le sens commun, on perd notre fortune, nous sommes désolés, nous pleurons, on rencontre un ours, un grizzly, on est effrayé, on fuit, nous sommes insultés par un rival, nous sommes en colère et nous frappons. Qu'est-ce qu'il dit, William James? Il dit, ma théorie, au contraire, implique que le changement corporel soit directement la perception du fait excitant et que la conscience de ce changement produit l'émotion. Ça veut dire quoi concrètement? Il nous dit, William James, nous sommes tristes parce que nous pleurons. Nous sommes en colère parce que nous frappons. Nous sommes effrayés parce que nous tremblons. D'une certaine façon, il dépersonnalise l'émotion, il la soustrait de la conscience pour en faire un phénomène purement physiologique. D'ailleurs, il va le dire sans embâche, une émotion qui n'a pas d'enracinement organique perceptible par un sujet est à ses yeux un non-sens. Donc la réaction corporelle serait la cause et non la conséquence de l'émotion. Alors, bien sûr, c'est un affect momentané qui nous meut plus qu'il nous structure, comme le ferait un sentiment, ou qu'il ne nous emporte comme le ferait une passion. Par exemple, la colère, la peur ou le coup de foudre sont des émotions, mais qui peuvent déboucher sur des passions et des sentiments comme la haine, l'anxiété, l'amour. Une suite d'émotions vives et liées au même objet peut produire de la passion, écrivait d'ailleurs le philosophe Alain. Et l'état de passion surmonté se nommera à ce moment-là sentiment. Donc vous voyez que les frontières entre ces différents affects ou concepts sont particulièrement flous, mais je crois que le flou est essentiel à l'émotion, car si on y voyait absolument clair, on ne serait pas ému. D'ailleurs, même le DSM utilise le terme de trouble. Oui, trouble parce qu'on n'y voit pas très clair d'une certaine façon. Mais ce trouble il est très important parce qu'en même temps, le trouble, par exemple, vous voyez, entre deux regards qui se croisent, cette sorte d'attirance, cette sensualité légère et joyeuse, cette inquiétude, un peu cette accélération du cœur et de la pensée, ah, est-ce un amour qui commence ou un désir qui passe? Mais on ne le saura vraiment que plus tard, quand l'émotion sera retombée ou installée. Alors, bien sûr, je ne vais pas aller sur toutes ces différentes terminologies, ça nous prendra un peu de temps, mais voyez, on peut dire émotion, humeur, affect, tempérament, sentiment. Tout ça est quand même très, très, je dirais, polysémique. Et en même temps, je dirais qu'on ça change pas grand-chose. J'aime bien ce que dit André Comte-Sponville quand il dit une définition qui n'est pas toujours vraie est une définition fausse. Donc, pas facile à définir. Et alors, bien sûr, en tant qu'ayant une formation psychanalytique, souvent ce qu'on utilise, c'est le terme d'affect. Vous voyez. Même le cœur qui fait haut les mains au cerveau, quoi. L'affect, c'est la première, est définie comme la première manifestation de la pulsion. Autrement dit, c'est la représentation de la pulsion. Il ne peut être appréhendé que par la représentation de mots ou d'images qui la rendent seulement à ce moment-là intelligible. Excuse-moi. Autrement dit, un affect exprimant en quelque sorte la caractéristique, la qualité de l'énergie libérée par la pulsion. Personnellement, j'ai une formulation, je vous la confie, elle vaut ce qu'elle vaut. Moi, je me suis toujours dit, qu'est-ce que c'est qu'un affect? C'est une idée cuite dans un beignet affectif. Oui, bon, ça vaut ce que ça vaut, hein. Et puis, alors, les émotions et sentiments. L'émotion n'est pas une substance, mais une essence. Et l'émotion, c'est le moment où quelque chose du sentiment devient plus fort et plus puissant. Je ne suis pas d'accord avec cette idée. Au départ, je disais non, l'émotion, c'est pas le sentiment. Bien sûr, c'est une question de durée. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est plus dans la durée du côté du sentiment, mais pour en avoir parlé avec l'anthropologue David Le Breton, il me disait un jour, moi je pense qu'on est tous dans ce monde affectif, dans cette affectivité, on est tous avec un fond de sentiment, et puis à un moment, il y a une intensité qui se dégage, et du coup, eh bien à ce moment-là, c'est le moment où il se passe quelque chose qui devient plus fort, on peut dire un peu plus intense, plus compliqué. Mais vous voyez que c'est très difficile de distinguer les choses. Si on fait une tonalité effective qui fait tache d'huile sur l'ensemble du comportement, mais qui ne cesse de se modifier à tout instant, chaque fois que le rapport au monde se transforme ou que les interlocuteurs changent. Je crois qu'on ne peut pas saucissonner les choses comme ça. C'est beaucoup plus, à mon avis, c'est beaucoup plus complexe. Et je me rappelle de Jean-Paul Sartre dans son esquisse d'une théorie des émotions qui distinguait déjà la joie-émotion assez peu durable de la joie-sentiment, état de conscience équilibré. Bon, tout ça, il y a du vrai dans tout ça. Mais allons un peu plus loin. Vous voyez? Alors Darwin, ah voilà, c'est intéressant, l'expression des émotions à la fois chez les animaux et chez l'homme. Et vous voyez ce que j'ai mis dans la partie droite de la diapo, c'est l'incroyable complexité des choses. Alors, je vais dire, je m'autorise à critiquer Darwin, parce que c'est un auteur absolument passionnant, hein, c'est pas la question, quoi.
mais il est incroyablement restrictif dans son livre sur l'expression des émotions. D'abord parce qu'il s'appuie sur une enquête sur une vingtaine, voire une trentaine de personnes. Et il le dit lui-même assez naïvement qu'il a écrit à des missionnaires, à des explorateurs. Et quand on lit son texte, les questions qu'il pose, on s'aperçoit qu'il souffle les réponses, j'allais dire comme un mauvais étudiant en sociologie ou en thérapie systémique, qui au lieu d'aller au devant de l'inconnu, dit, est-ce que quand vous faites, est-ce que quand vous faites cette situation, il ne se passe pas telle et telle chose? Et donc, c'est un peu induit, la réponse. Évidemment, la personne est coincée, elle dit oui. Et d'une certaine façon, Darwin arrive à des conclusions d'universalité des émotions et de leur expression. Et dans le même mouvement, il annule la dimension de sens qui enveloppe les conduites humaines dans le domaine de l'affectivité. Alors, vous voyez que c'est pas aussi simple. Parce que la question aussi que je pouvais me poser et qu'on se pose tous, c'est est-ce que l'émotion, c'est un phénomène aussi universel que ça? Alors là, c'est toute l'opposition entre, je dirais, l'universalisme et le culturalisme. Ben, je pense que les émotions sont à la fois universelles et en même temps singulières. Parce qu'il y a quand même un certain nombre d'émotions que rencontrent des ethnologues dans des sociétés qu'on appelle traditionnelles, mais qui n'ont pas du tout d'équivalent dans nos sociétés. Je pris juste un exemple, hein. Le concept d'Amae, considéré par le psychiatre japonais Doi comme une clé pour comprendre la mentalité japonaise. Aucun équivalent dans d'autres langues, parce que ça renvoie à une culture affective propre, très typique des Japonais. Et Doi s'est efforcé de définir cette émotion singulière. Et il dit finalement, avec des périphrases, il dit que c'est dépendre un peu de l'amour de l'autre, c'est pouvoir se réchauffer ou se livrer à la douceur d'un autre. C'est au fond une agréable dépendance à la recherche d'une gratification. Et pas simple quand même. Et puis, je ne pouvais pas parler d'émotion sans aborder le champ qui m'a donné lieu à quand même pas quelques publications. Et là, on vient de sortir, j'en profite, hein, Grégoire, tu m'en voudras pas, faire la Au publicité contraire. pour notre dernier bouquin avec mon ami Charles Jousselin, qui est médecin et philosophe aussi, et qui a été préfacé par David Le Breton sur apaiser la douleur, un chemin vers le patient. Car la douleur, c'est aussi une émotion. Une douleur qui, quand elle est aiguë, à l'alarme, et quand elle est chronique, malheureusement, elle a un peu tendance à désarmer, effectivement. Eh bien, là aussi, on peut dire que c'est universel, la douleur. Mais regardez l'endurance. Je ne parle pas des footballeurs, hein, qui, quand ils ont un petit coup dans le genou, se mettent à se rouler par terre. Non, j'exagère. Mais il y a des sociétés qui ont une endurance prodigieuse. Et puis d'autres sociétés où les gens, effectivement, pour des petits bobos, à nous paraissent bien dérisoires et ils vont avoir des gesticulations incroyables et des plaintes incroyables, ce qui renvoie à la formulation de Jean de La Fontaine, la douleur est toujours moins forte que la plainte. Et puis je repensais un peu à des textes que j'avais lus, hein, justement pour le bouquin, où dans le temps, dans les salles d'attente de médecins généralistes, il y a à peu près un siècle, hein, quand on lit les vieux mémoires de médecins, ils racontent que les paysans qui se sont tranchés les doigts, par exemple, ils attendent dans la salle d'attente. Non, non, ils vont pas frapper à la porte du médecin, ils attendent. Aujourd'hui, c'est pas exactement le cas, hein, parce qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est déjà d'avoir un contact avec un médecin. Enfin bon. Donc, l'émotion, elle est constituée elle-même de 5 composantes. Bon, je ne vais pas avoir le temps de les développer, mais on peut en revenir dans la discussion, c'est-à-dire des réponses multiples, composantes périphériques, composantes d'expression motrice, tendance à l'action. Je crois que c'est ça qui est important, c'est tendance à l'action et effectivement le ressenti. Et puis, j'avance un tout petit peu pour dire, oui, mais alors, moi j'ai toujours appris ça, vous aussi d'ailleurs, dans vos cours, les émotions primaires. Alors rapidement, hein, avec Ekman, on les connaît, hein, les 6 émotions primaires de Paul Ekman, la joie, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût, la surprise. Oui, alors, bon, il a dit qu'elles étaient universelles. Il a même été plus loin pour essayer d'établir les critères, une expression faciale universelle, présente chez d'autres primates que l'humain. N'oublions pas que l'humain est également un primate. Et puis possède un pattern de réponse physiologique spécifique, rapidement déclenché et apparaît spontanément, automatiquement, on pourrait dire, et associé à des stimulus déclencheurs universels distincts. Bon, elle est donc évaluée automatiquement. Alors, ça, il y a du vrai là-dedans, hein, et c'est dans une durée limitée. Mais, d'autres auteurs ont abordé les choses différemment. Par exemple, vous avez Plutchnik, Robert Plutchnik, La roue des émotions. Là, lui, il y a 8. Il y en a 8. Et vous voyez que ça tourne. C'est-à-dire que c'est une grande variation. Là aussi, hein, je n'ai pas le temps de les développer, et puis ça n'apportera pas, à mon avis, grand-chose de développer ces 8 émotions. Ce qui me paraît le plus intéressant, c'est ça, c'est de se reposer la question, mais alors, quelles sont les émotions primaires?
je pense pour ma part, on peut en discuter, que c'est une mauvaise question. C'est comme si on demandait quels sont les peuples de base en espérant obtenir une réponse qui expliquerait la diversité humaine, comme le publie d'ailleurs Turner en 1990. Pour mémoire, regardez Ekman, 6 émotions primaires, avec Tompkins, après 8 émotions primaires. L'autre, Schwartz et Shaver, ils en rajoutent 5. Fridja, 17. Enfin bon, euh, on ne peut pas se mettre complètement d'accord. Plus intéressant, c'est le modèle multidimensionnel de Feldman et Barrett et Russell. Pourquoi c'est plus intéressant? Parce que déjà, on arrive à cette idée de valence, c'est-à-dire le degré selon lequel l'émotion est jugée agréable ou désagréable. Alors, soyons clairs dès le départ, je n'ai jamais utilisé pour ma part le terme d'émotion négative. Une émotion, c'est toujours un signal qui est donné au corps et au sujet pour dire attention, quelque chose ne va pas. Et autrement dit, une émotion dite négative, on va dire plus exactement désagréable, peut effectivement être un signal très intéressant et un signal vital parfois. Donc, et puis la deuxième chose dans ce modèle multidimensionnel, c'est qu'il nous renvoie à la notion aussi d'intensité. C'est-à-dire à la fois la valence, à la fois l'intensité agréable, désagréable, de sorte que ça nous introduit à cette idée des niveaux de conscience émotionnelle. Ça va nous introduire à la notion effectivement d'intelligence émotionnelle. Donc, vous voyez, sensation physique, tendance à l'action, identifier et nommer les émotions, prise de conscience des émotions ou mélange d'émotions. Donc, vous voyez, il y a quand même une démarche de conscience qui mériterait encore une fois d'être un peu discutée après. On retrouve d'ailleurs les idées de Piaget et on peut dire que par exemple, à la fois conscience des sensations corporelles plus tendance à l'action, c'est ce qu'on appelle la conscience primaire. Et après, les autres, c'est ce qu'on appellera la conscience secondaire. Enfin bref, il est question d'une conscience à partir de ça et qu'un même événement ne va pas déclencher toujours la même émotion ni le même comportement. Est-ce que je l'ai bien pris? Est-ce que je l'ai mal pris? Comment tu l'as pris toi? Donc, vous voyez, une sorte de boîte noire entre ce qui vient de l'extérieur et ce qui retourne à l'extérieur, hein, c'est-à-dire nos comportements de réponse. Hein. Donc, si on revient à ces idées d'éléments indispensables, donc la valence est-elle agréable ou désagréable ou mixte, hein, parfois. On peut avoir des choses très, très mélangées, très nuancées. L'intensité, eh bien, on sait qu'une émotion qui passe inaperçue risque d'exercer une emprise croissante, hein, en fonction de l'intensité. Et puis le troisième élément, c'est les symptômes, ce qu'on pourrait appeler les symptômes de l'émotion. J'ai envie de dire finalement, qu'est-ce qui choisit en moi, quoi? Qui choisit en moi les moi, hein? C'est pour dire que je vais réagir. Qui choisit en moi les moi? Alors, vous voyez, dans ces valences émotionnelles, c'est là aussi intéressant parce que quand on aborde la question de la valence et de l'intensité, le problème des émotions de haute intensité, c'est qu'elles sont épuisantes. Et le problème des émotions de basse intensité, c'est que souvent, on ne se rend pas compte qu'elles nous habitent. Et c'est pour ça qu'il faut affiner notre capacité à observer notre état émotionnel pour mieux le décrypter et de voir comment ça commence. Bon. J'en ai presque terminé pour dire que vous voyez les fonctions des émotions, là aussi, ça mériterait d'être développé. C'est à la fois, bien sûr, une richesse, je dirais, en termes de source d'information, facilitateur de l'action, support à la décision et outil indispensable à l'adaptation. Alors, voilà, voilà la diapo. Qu'on peut retrouver à travers, rappelez-vous, mon oncle d'Amérique, non pas les 3 F uniquement de fight, flight and freeze, mais il y a également le fawn, c'est-à-dire l'idée de la soumission, hein, d'une soumission à ce que peut nous paraître un peu la situation dangereuse. Et j'imagine que ça sera repris tout à l'heure dans la discussion ou avec Grégoire et Claude de Scorail. Donc d'abord identifier les émotions prémices à la régulation émotionnelle, ça c'est absolument fondamental, et on sait qu'il y a des gens malheureusement qui sont alexithymiques, c'est-à-dire qui sont dans l'incapacité de dire leurs émotions, d'exprimer leurs émotions, et on sait à quel point, là c'est toute l'école de Marty, cette pensée opératoire avec alexithymie va être le support de maladies de somatisation d'une certaine façon, comme si à un moment, eh bien, je dirais, le répertoire émotionnel dans l'interaction mère-enfant n'avait pas pu se faire, ou pas uniquement avec la mère, mais on peut dire les figures d'attachement, et ça a des conséquences souvent dramatiques. Mais alors, il y a juste, je prends 1 minute pour ça. Parce que d'abord, c'est un exemple personnel. Quand j'ai rencontré Serge Tisseron et j'avais lu ses bouquins, et en particulier Vérité, mensonges et émotions, moi j'avais la conviction naïve
de dire, quand j'ai une émotion, quand j'éprouve l'émotion, c'est bien la mienne, c'est mon émotion à moi. Et Serge Tisseron, à travers une analyse assez fine, dit attention, le risque est alors d'obéir à un étranger, effectivement installé sous notre toit, au moment où nous croyons justement suivre un penchant personnel. J'en veux un exemple. Mon père, qui avait vécu la guerre et des choses particulièrement difficiles, avait des moments spontanés de colère ou de mouvement. Moi, je l'interprétais comme une colère, quand par exemple, il y avait une porte qui claquait. Et je me rappelle avoir éprouvé un moment des mouvements comme ça, émotionnels forts. Et à partir du moment où j'ai lu le bouquin de Tisserand et que je me suis juste posé la question, comme je le pose souvent à des patients, qu'est-ce qui vous permet de dire que cette émotion est bien la vôtre? Juste cette question-là, qui permet de faire un petit pas de côté, de regarder et de voir à ce moment-là, oui, au fond, cette colère ou cette peur ou cette émotion désagréable. Je me rappelle que ma mère l'avait, que mon père l'avait, que j'étais baigné là-dedans. Et donc, finalement, je l'ai pris comme moi, comme un sac à dos, mais c'est pas forcément la mienne. Bon, moi, j'aime pas le terme de gestion des émotions, chacun le sait, qui me connaît, parce que c'est pas les émotions que l'on gère, c'est l'émotion qui nous gère plus que on a juste à la digérer. Je préfère et de loin le terme de régulation émotionnelle, qui me paraît beaucoup plus intéressant et que ça mériterait de développer effectivement tous les aspects, en particulier du socle émotionnel, de l'amygdale. Par exemple, on sait très bien que l'amour, comment dire, rend aveugle, hein, c'est-à-dire que l'amygdale rhénencéphalique, à ce moment-là, diminue de volume. C'est qu'en cas de danger, elle est capable d'augmenter de 10 fois son volume et que quand on est dans l'amour, eh bien, dans une émotion amoureuse, eh bien, effectivement, les amygdales rhénencéphaliques sont diminuées considérablement de volume. Donc, effectivement, l'amour rend aveugle, mais le mariage rend la vue, comme dit le proverbe. Enfin, ça, on peut le discuter hein, quand même. Hein. Donc, je pense que une petite précision comme ça, encore une fois, c'est un abus de langage de dire une émotion négative, je l'ai dit tout à l'heure. Et elle est quand même extrêmement utile pour notre survie, pour nous protéger, pour nous alerter, pour nous défendre, pour tous nos apprentissages. Donc ça, c'est tout à fait fondamental. Et puis, je dirais que pour cultiver l'intelligence émotionnelle, eh bien, il faut accueillir et observer toutes les émotions, même celles qui sont moins agréables. Il faut savoir respirer, ressentir ce que son corps respire. Il faut nommer, mettre des mots ou des images sur l'expérience pour savoir quel type d'effort nous devons faire. Et je terminerai juste par cette petite élément de conclusion, si je puis me permettre, c'est que, je ne sais pas comment je vais dire ça, euh, pour moi, ce qui est fondamental, c'est dans notre mission, je dirais, d'accompagner les gens, de les soigner, c'est cette notion du double accordage. C'est-à-dire que dans le théâtre de l'âme, si j'ose dire, il y a deux, il y en a un qui exprime sa souffrance, l'autre qui fait preuve de patience et je l'espère d'empathie, bien évidemment. Un peu, c'est comme deux instruments de musique qui s'accordent. Et si on n'a pas cet accordage, eh bien, il y a quelque chose qui est en souffrance, précisément aussi du côté émotionnel. C'est-à-dire que c'est parce qu'il n'y a pas d'accordage que l'émotion advient et également intense. C'est-à-dire que nous sommes en permanence affectivement au monde. Pour moi, il n'y a pas de degré zéro, en quelque sorte, de notre rapport affectif au monde. Euh, qu'on marche dans la rue ou ailleurs, on est toujours effectivement au monde, parce qu'on a toujours une imagination qui circule. Il n'y a pas de degré zéro, encore une fois. Qu'on soit en train de pêcher à la ligne ou faire de la méditation, il y a quand même toujours cette tonalité affective qui est là en toile de fond. Et je dirais, pour terminer avec François de Chang, que j'adore, tant qu'il y aura une aurore qui annonce le jour, un oiseau qui se gonfle de chant, une fleur qui embaume l'air, un visage qui nous émeut, une main qui esquisse un geste de tendresse, alors nous nous attarderons sur cette terre si souvent et malheureusement dévastée. François Tcheng, je pense que la beauté s'ouvre Mer- elle-même. Voilà.